il y a beaucoup de gens, une chose qu'on entend souvent et qui est quand même pas mal ancrée chez nous, c'est je veux entreprendre mais je vais pas parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole. Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est quoi? Ouais, Qu'est-ce je que tu pense que penses c'est du méga bullshit. Ouais. Je pense que justement, quand tu as une idée, tu dois en parler tout le temps. Et c'est hyper hautain de penser que il n'y a que toi qui a eu cette idée. Enfin, je sais pas, on est cette merde d'être humain. Il y a d'office un autre mec sur Terre qui a eu cette idée-là. C'est ça. Et puis voilà, et c'est surtout, c'est pas parce que tu parles de ton idée que le mec qui va soi-disant entre guillemets te copier va faire exactement la même chose. Puis même encore, il faut que tu fasses la même chose, il faut qu'il soit aussi passionné que toi par ton idée, et il faut qu'il le fasse aussi bien après dans l'exécution. On est parti. Merci Romain d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie, merci à toi. Bienvenue dans le podcast de YouStart. Je t'ai invité parce que tu as cofondé Shipper. Ouais. Est-ce que tu peux présenter ta startup? Alors, Shipper, c'est une plateforme digitale B2B qui met en contact des commerçants, des e-commerçants, des professionnels et des entreprises avec une communauté de livreurs indépendants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on digitalise la livraison en zone intra-urbaine. Okay. Donc, on fait uniquement de la livraison dans les villes. Sur ce qu'on appelle le last mile delivery, quoi. Ok, d'accord. Donc si moi j'ai une boîte et que j'ai besoin d'un objet, que je veux le commander et que j'en ai besoin rapidement, je passe par Shipper. Comment ça se passe? En fait, on travaille principalement avec des entreprises. Donc en tant que particulier, tu peux venir travailler avec nous. Si tu es à une société, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes tes livraisons, que ce soit du direct, détourné, de la livraison express. Okay. Donc en gros, grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu signes un contrat avec nous, un contrat de prestation de service. Ouais. Et puis après, de là, en fait, on a un dashboard sur lequel tu viens encoder toutes tes prestations. Et chaque fois que tu as une demande, en fait, tu encodes ta demande. Et ensuite, elle est rediffusée soit en real time, soit dans une liste à demande sur l'application de course. Ok, d'accord. Ok. Donc si moi j'ai besoin d'un objet, je fais la demande au fournisseur, que ce fournisseur envoie la demande à Shipper, et Shipper vient le chercher pour l'amener. C'est un triangle en fait. Non, c'est plus. Donc toi, tu vas te mettre dans le sens du, par exemple, du e-commerce. Ouais. La façon dont toi tu le vois là maintenant. Nous, c'est vraiment beaucoup plus dans le sens de. Typiquement, tu es un producteur local. Tu vas faire par exemple, je sais pas, des jus de fruits frais. Ouais. Et tu as plein de points de vente dans Bruxelles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer par nous pour dispatcher ta marchandise en Bruxelles. Tu vois. Ou bien tu vas être une agence de communication. Tu as. Du matériel de com ou je sais pas moi, des documents papier à transférer entre chez toi et soit tes succursales, soit d'autres agences, soit tes clients, tu vas aussi passer par nous. Ok. Donc ça facilite vraiment mon accès aux clients, quoi. Je peux livrer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Ouais, en fait l'idée c'est vraiment que tu dois plus avoir de service de livraison en interne parce que la logistique interne c'est super compliqué et en fait tu peux tout externaliser. Ok. Donc et vous avez des livreurs qui... Vous les recrutez comment, vos livreurs? C'est comme des Deliveroo, je veux dire, c'est des bikers ou ça n'a rien à voir? Donc on a trois types. Donc tous les livreurs sont aussi des auto-entrepreneurs, comme avec Deliveroo et tout ça. On est vraiment dans un modèle d'ubérisation. En fait, ce qu'on fait, c'est que chacun de nos auto-entrepreneurs, on les appelle les shippers, ils travaillent avec leur propre véhicule et on travaille aussi bien avec des vélos, des scooters, des voitures que des camionnettes. Ok, d'accord. Et t'as eu le problème toi-même? Ou est-ce que vous avez remarqué que c'était une galère pas possible pour obtenir des choses et vous faire livrer? Alors en fait c'est hyper marrant, donc nous en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un incubateur de start-up qui s'appelle NestUp, qu'on a fini en décembre 2016 du coup. Et en fait on est rentré chez NestUp avec une idée qui se rapprochait de la livraison mais qui n'était pas du tout le concept qu'on avait aujourd'hui. Et pendant NestUp on a pris un concept qui s'appelle le Lean Startup, j'imagine que pas mal d'entrepreneurs ont dû en parler. Et pendant le Lean Startup en fait ton idée c'est que tu valides et t'invalides toutes tes hypothèses critiques. Et nous on a invalidé l'idée qu'on avait à l'époque et qui était justement pour le consommateur, le particulier. Et du coup en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a été interviewé énormément de professionnels, des commerçants, des producteurs locaux, etc. Et eux nous ont tous dit ok en fait non, j'ai pas de livraison, mais en fait si j'en ai, mais c'est moi qui l'ai fait moi-même. Donc en fait là on leur faisait comprendre que par exemple t'es commerçant, tu fermes ta boutique pendant 2 heures pour aller faire des livraisons, ça fait 2 heures pendant lesquelles tu vends pas tes produits, quoi. Idem pour le producteur qui doit lui produire ses matériaux, ou pour les agences qui, ou pour on va dire plus qui étaient PME, en fait ce qu'ils avaient c'est que leur coût de livraison était super élevé. Et nous c'est aussi un aspect sur lequel on joue, c'est le pricing. Ça doit être une galère pas possible d'avoir son propre service de livraison. C'est super. Si j'avais un commerce, j'ose même pas imaginer déjà comment tu fais pour livrer tout le monde à temps. Si t'as beaucoup de demandes, moi je suis très blindé, quoi. Et puis t'as énormément de coûts fixes qui sont liés à ça. Et
Bah en fait, on a rencontré même des clients qui nous ont dit qu'ils ont déjà essayé d'internaliser 2 fois la logistique et qui chaque fois ont arrêté tellement c'est pas possible. Ouais. C'est quoi la difficulté principale concrètement quand tu dois avoir ton propre service de livraison? T'as tous tes coûts qui sont juste simplement tes coûts que tu dois acheter plein de véhicules, tu dois avoir du personnel employé, et le problème c'est que il faut que tu aies assez de volume de livraison que pour pouvoir employer ton employé entre guillemets toute la journée, sinon c'est pas rentable pour toi en tant que chef d'entreprise. Okay. Et puis après, il y a, comme tu as dit, en fait, quand tu vas avoir ton service de logistique en interne, si tu as 3 livraisons sur la même plage horaire et que tu n'as qu'un seul livreur, t'es un peu foutu, quoi. Donc, sans compter que tu dois payer ses employés, donc ça impacte directement le prix de ton produit. Ouais. Donc potentiellement, tu vends un produit plus cher, donc les gens sont peut-être plus réfractaires. Ouais, c'est ça. Aussi, Et du coup, vous, comment vous faites pour vous rémunérer? Nous, en fait, c'est quoi votre proposition? En fait, ce qu'on fait, c'est donc nous, on négocie directement. Donc, en gros, Shipper, faut vraiment le voir comme une agence digitale. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a une team dev qui développe les produits Shipper. Donc, on va dire le dashboard pour les clients, l'application mobile ou le super admin, donc qui est un peu l'outil que nous on utilise pour gérer la société. Et à côté de ça, tu as une team de sales, donc des commerciaux qui vont sur le terrain pour aller démarcher les clients. Ok. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que nous on démarche les clients et ensuite on prend 25% de commission sur le prix qu'on a fixé. Ok. C'est quoi le type de commerce qui revient le plus souvent? C'est comme tu l'as dit, des restaurateurs type smoothie, etc. Ou c'est plus du matériel dur où ça varie vraiment? Ça varie vraiment en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on remarque que on est dans un marché dans lequel il y a plein de niches. Et il y a plein de niches qu'on a remarqué parce que les gens sont venus vers nous mais qu'on n'a même pas encore été attaqués, donc on va travailler aussi bien avec du legal pour des documents qu'avec des producteurs pour des jus ou pour des gâteaux ou des commerçants locaux, donc il y a vraiment plein de niches différentes. Quoi. Et tu arrives à facilement convaincre les gens que tu peux vraiment leur apporter cette valeur et que ça peut vraiment les aider, ou en général ils sont un peu méfiant, si je peux dire? Pour l'instant, on a eu beaucoup de chance dans le sens où c'est beaucoup les gens qui sont venus vers nous. Faut savoir que les commerçants, donc pour tous les commerçants, déjà tu as des associations de quartier, donc ils parlent beaucoup entre eux. Et une fois qu'un commerçant est content, en fait, il va vite en discuter avec son voisin d'à côté, etc. Et nous, il y a eu pas mal de bouche à oreille qui a fait que c'est comme ça qu'on a beaucoup signé nos premiers clients. Et donc, voilà. Ça s'est fait naturellement. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai regardé une conférence de Oussama Hamar il n'y a pas longtemps. Et il disait que la communication ne transforme pas quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Donc si ton produit à la base est mauvais, même si tu communiques dessus, ça ne changera rien. Tandis que si ton produit est bon, tu vas d'office avoir de l'attraction et tu vas d'office avoir des gens qui vont en parler. Et du coup, ta base de clients va d'office grandir, même si tu communiques pas trop dessus. Mais c'est ce qui s'est passé pour vous en fait. En fait, nous on n'a fait aucune communication. On a fait, on a lancé, donc on est sorti de l'incubateur de Nestup au mois de décembre 2016. En janvier, le 15 janvier, on avait signé un contrat de bêta testing avec 2 clients juste pour faire une session de test pendant 3 mois pour nous voir comment fonctionne l'exécution. Où on a fait toutes les livraisons nous-mêmes et tout ça pour tout comprendre. On a créé la société au mois d'avril. Et on a dû faire que un mois et demi de sales. C'est ça, quoi. Et après tout le reste c'est juste des gens qui sont venus vers nous via du bouche. Ça se fait naturellement, t'as de l'attraction directe, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette, quoi. Et donc au début vous êtes passé par Nestup, c'est marrant parce que les 2 dernières personnes que j'ai interviewées ont aussi fait Nestup. Et c'est quelque chose que tu recommanderais, toi? C'est vraiment quelque chose qui a fait la différence et qui a... Est-ce que tu en serais où tu en es aujourd'hui sans Nestup, d'après toi? Alors il y a 2 choses. Je pense que la première, c'est qu'avant de faire Nestup, nous on était une bande de copains qui buvaient des bières dans un salon et qui avaient une idée. Nestup, c'est un peu la première marche qui a validé le fait qu'on allait se lancer à fond dans le projet. Donc moi, une fois qu'on a été sélectionné pour Nestup, j'ai fait une pause carrière et je suis parti à 100% dans l'incubation Nestup. Et mes autres associés, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient des jours de congé par semaine. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a fait franchir un cap mentalement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est surtout au niveau des méthodologies. Donc, encore une fois, je reviens en ligne startup, mais nous, on est une boîte vraiment super lean. On n'a pas du tout une stratégie axée produit, on a vraiment une stratégie axée vente. Et du coup, on va vraiment directement sur le marché, on va vendre le truc et on regarde si ça mord ou si ça mord pas. On a fait, je crois, 4 pivots pendant Nestup. Donc, au final, l'idée que tu as aujourd'hui, elle ressemble plus énormément à ce que tu avais non, elle ne ressemble plus du tout. Il y a juste la team qui est vraiment la même et c'est toujours axé sur la livraison et c'est toujours une idée de digitaliser la livraison. Mais après, le segment de client n'est pas du tout le même, le positionnement et tout ça n'est pas du tout le même. Mais tout ça, on l'a fait pendant Nestup, quoi. Et Nestup, c'est vraiment
T'as ça et t'as l'aventure humaine quand même. Ça dure combien de temps? Ça a duré 12 semaines. Donc c'est encore assez rapide, quoi. Vu ce que tu en tires. Ouais, après 12 semaines, c'est beaucoup. Ça dépend de l'intensité de travail, quoi. Et ça dépend si. Tu vois, 12 semaines, si t'as un boulot à côté, c'est super compliqué, tu vois. Après. Ce qui est surtout enrichissant dans les stops, c'est que tu vas être avec d'autres entrepreneurs qui sont exactement au même stade que toi, donc qui sont aussi en plein seed et qui sont comme toute petite graine, qui doivent être super itératifs sur leurs idées, aller se confronter au marché. Et ça, c'est super enrichissant parce que quand tu es dans la merde, tout le monde est dans la merde en même temps. Tu vois, en gros, vu qu'on franchit un peu les mêmes étapes, à 1 ou 2 semaines d'intervalle, mais on les franchit tous. Plus ou moins, et du coup c'est ça aussi qui te porte vraiment. C'est avec d'autres gens qui vivent la même chose, quoi, quelque part. Et ça donne vraiment une énergie sur ton projet aussi. C'est vraiment cool. C'est toi qui as donné l'impulsion d'aller chez Nestop ou c'est venu quelqu'un d'autre? Donc on est 4, donc il y a Kevin, Quentin, Alexina et moi. En fait, au tout début, on a commencé à avoir l'idée, c'était genre vers le mois de février de l'année où on est rentré chez Nestop. On était juste dans notre coin et puis on bossait, et puis évidemment comme on bossait dans des agences digitales, on faisait déjà les frameworks, les wireframes de LAD, etc., les designs, et puis après on s'est dit bah tiens, il y a plein de solutions d'incubation en Belgique, on teste très bien, on a été pris par un tout petit incubateur qui s'appelle Village Partenaire, qui est à Bruxelles, qui est vraiment axé sur tout ce qui est l'économie circulaire, l'éco-responsabilité, etc. On a fini ça au mois d'août, je pense, donc c'est vraiment un programme qui durait 8 semaines. Et puis après de là, en fait, on a vu que Nestop réouvrait ses candidatures, on se fait autant tester Nestop. Et puis on a été pris, donc on a sauté dedans. Comment est-ce que tu as su, vous étiez 4 postes, donc forcément ça facilite le fait d'entreprendre ensemble. C'est quelque chose qui vous a toujours passionné ou c'était juste tiens, j'ai une idée, testons? Alors, donc moi j'ai toujours voulu monter mon propre projet. Avant j'avais fait un autre projet quand j'étais encore student qui s'appelait Join People Bike, qui était un site web où tu pouvais acheter tous les objets what the fuck de la toile si tu veux. Donc j'avais déjà fait ça avant. Après j'ai bossé dans des agences digitales. Donc moi j'ai toujours voulu vraiment monter ma boîte avec ma compagne qui est Alexina, qui est une de mes associées. Quentin il a toujours eu aussi cette idée de monter son projet et Kevin lui était déjà aussi en train de bosser sur un micro-projet de son côté. Donc on avait tous un peu l'idée d'entreprendre et on voulait être nos propres patrons et créer notre aventure à nous, quoi, tu vois. Donc vous vous êtes lancé à 4? Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué? Parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui disent à 1 si tu veux entreprendre c'est hyper compliqué, 2, 3 c'est parfait et 4 ça redevient complexe. Vous avez jamais eu de gros problèmes à ce niveau-là? Des fois forcément, après c'est comme dans toutes les équipes, t'as des hauts et des bas, je pense même pas qu'on peut appeler ça des conflits parce que nous comme on est amis en fait on peut parler de tout super franchement, donc ça c'est vachement bien. Oui, l'avantage d'être 4 c'est que déjà on va être des profils super différents, donc on va tous bosser sur des trucs assez différents et on va tous se mettre des coups de boost d'énergie. Nous le fait qu'on soit 4 ça a été une force pour nous et aujourd'hui ça l'est encore plus dans le sens où une des grosses difficultés des startups c'est d'engager des bons profils au tout début tandis que nous notre team on l'avait déjà avant quoi. Donc l'accord team entre guillemets on était déjà assez quoi. Donc vous n'avez pas eu besoin d'embaucher au final? On a juste engagé un CTO pour tous les aspects techniques et développement, donc c'est tout. Sinon tout le reste on a gardé la team comme elle est pendant. Et donc tu travaillais déjà en tant qu'employé avant de te lancer? Tu t'es pas lancé à la fin de tes études ou pendant tes études? Non, j'étais employé, Et on est tous les 4 donc employés. Vous avez fait ce pas de quitter un job stable entre guillemets pour vous lancer? Comment est-ce que votre entourage a réagi? Est-ce qu'ils étaient ouverts à ça? Est-ce que votre entourage vous a soutenu? Ou c'était compliqué aussi à ce niveau-là? Parce que ça varie d'un entrepreneur à l'autre. Alors, donc pour Alexina et moi, ça s'est très bien passé au niveau de l'entourage. Nos parents savaient de toute façon qu'on voulait entreprendre. Et puis, au milieu de nos études, on était quand même parti vivre 1 an en Australie. Puis on est rentré à la fin de nos études. Enfin, après, j'ai refait des études en marketing. Pendant mes études en marketing, on est reparti 3 mois aux États-Unis. On est revenu. Donc, nos parents ont assez fort l'habitude qu'on switch d'un à l'autre. Et que ça bouge, quoi. Je sais que pour les 2 autres ça a été plus compliqué, les parents peut-être moins acceptés mais ils ont quand même fait le choix de le faire et ils sont allés jusqu'au bout. Pourquoi vous vous êtes pas lancé pendant vos études ou juste à la fin?
Mais pendant mes études, parce que j'avais fait Young People Buy. Et en fait. Oui, tu avais déjà un projet. Ouais, j'avais déjà mon projet. Et quand je suis rentré et que j'avais lancé Young People Buy, en fait, c'est là que j'ai été démarché par l'agence digitale. Et donc, j'avais pas encore fini mes études, que je bossais déjà en full-time comme employé. Et j'ai fini 1 an et demi de mes études où je travaillais temps plein en même temps. Donc, je pouvais pas faire encore mes études et mon temps plein. Non, clairement. Tu t'es dit, t'as une opportunité, on vient de chercher. Ouais, et puis c'était vraiment un secteur qui m'intéressait super fort. C'était une belle offre. Il y avait plein de choses qui faisaient que c'était une super dynamique. Et je crois que c'est le job qui m'a apporté le plus. J'ai vraiment appris énormément. Et t'arrivais à gérer les deux? C'est compliqué. C'est super. En fait, tu te mets en mode, tu tapes tout le temps en tant qu'employé et tu fais tes rushs. Où en fait je prenais mes congés pour étudier. Donc, tu te fais tes 2 blocus de l'année où tu prends 3 semaines ou 2 semaines de congés. Et tu bosses. Donc tu étais bien rodé à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent, ils ont énormément de travail, toi apparemment tu avais déjà l'habitude d'enchaîner les heures. Quoi. Ça, et puis tu vois quand tu bosses en agence, nous on a bossé en agence, souvent tu comptes pas tes heures, quand t'aimes ton boulot, que ce soit du design, ou Quentin il faisait du pilote, Kevin fait du design, Quentin il est pilote de recette, donc il gère tout ce qui était le testing d'application, etc. Quand t'aimes ton boulot, en fait, c'est un jeu, quoi. Tu ne sens plus vraiment le temps passer. Et je pense qu'un entrepreneur doit être hyper passionné par son boulot. Moi, c'est limite une drogue maintenant. Et je me dispute limite plus avec Alexina parce que on travaille trop, parce qu'on travaille pas. D'accord. Mais oui, c'est ça, t'as raison. Aimer ce que tu fais, c'est la base, quoi. D'office, parce que si tu dois faire ça pendant le restant de tes jours, t'as plutôt intérêt à kiffer. Pour ça que t'as intérêt à avoir une idée qui te plaît dès le départ, quoi. Il y a des moments où vous avez voulu, où c'était très dur et où vous êtes dit on arrête, on n'arrive pas, ça tient pas la route. Je pense pas jusqu'au point où on se dit on arrête. T'as les moments où tu fais les pivots quand tu es dans le process de Lean Startup. Ça c'est très dur psychologiquement parce que chaque fois tu dois te remettre dedans et tout recréer de A à Z. Donc en fait ce que tu fais c'est que tu testes ton hypothèse critique et t'invalides l'hypothèse que t'avais et du coup il faut que tu retrouves une autre idée, même si c'est un tout petit changement de position ou quoi, et ça c'est assez dur, mais on s'est pas dit qu'on allait arrêter, on s'est vraiment dit qu'on voulait lancer le truc. Et un pivot concrètement ça se passe comment? Vous brainstormez tous ensemble dans une salle et vous sortez pas tant que vous n'avez pas une nouvelle idée? Non en fait ou ça se fait petit à petit? Ouais, c'est plus que ça se fait petit à petit. En fait, ce que tu vas faire, c'est que quand tu fais énormément d'interviews, tu notes tout ce que les gens te racontent, mais tu dois vraiment le noter au mot près, quoi, pour pas que tu interprètes. Et donc, en fait, tu vas tout le temps garder des bribes de ces textes-là. Donc, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait plein de post-it et on mettait tous les post-it de tous les feedbacks qu'on avait. Et puis, une fois qu'on en avait un qui paraissait assez gros, on le prenait, ça devenait ça notre hypothèse critique et on allait le tester. Puis si on l'invalidait, en fait on reprenait un autre post-it sur le mur et on allait retester. Faut pas du tout être accroché à son idée, quoi, être hyper ouvert au feedback. Ouais, faut être super. Ouais, après je pense que c'est ça une startup, tu dois suivre le marché, c'est important d'avoir plus agile, mais tu dois. T'es beaucoup plus agile et tu peux. T'es un petit voilier, donc tu suis le vent. C'est pas que une grosse société, t'es pas un paquebot pour qui c'est super compliqué et qu'il faut 45 personnes pour le faire tourner à gauche. Une startup, c'est un coup de vent et hop, tu suis le vent et c'est tout, tu vois. Et votre difficulté, ça a été quoi? Est-ce qu'il y a eu une grosse difficulté dans votre parcours? À part les pivots, je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, touchons du bois, on n'a pas encore eu de grosses difficultés majeures. Pour l'instant, on est fort axé sur tout ce qui est le build de la communauté des livreurs et on apprend énormément de choses là-dessus. Je pense pas que c'est non plus, c'est pas quelque chose qui est super compliqué, mais je pense que c'est l'endroit où on a le plus de choses à apprendre, quoi. Comment tu fais pour recruter un livreur? Comment tu fais pour t'assurer ce livreur il est fiable, il va pas se barrer avec le paquet sans le livrer? Tu peux jamais être sûr de ça. Même si tu peux faire confiance aux gens. Donc, nous, on a des contrats avec chacun de nos livreurs, qui sont des contrats de prestation de service. C'est tous des indépendants. Et ensuite, on a des assurances. Donc, ce qu'il faut, donc, la responsabilité d'une livraison est sur le livreur, qui en fait, le contrat est vraiment entre le client, donc le demandeur d'une livraison et le coursier. Et nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait vraiment la mise en relation entre les deux, quoi. Ok, j'ai eu le problème au final. On a déjà eu, on a déjà transféré de la marchandise ou on a eu, je sais pas moi, un petit gâteau qui s'est un peu renversé, des choses comme ça, mais on n'a jamais eu de vol, on n'a jamais eu de perte, tout est toujours arrivé on time. De toute façon la personne, tu sais qui fait quelle livraison. Ouais, et puis il y a un problème. Et puis c'est des
c'est des indépendants, mais on travaille avec des indépendants, mais beaucoup d'entre eux sont soit des gens qui sont déjà indépendants, personnes physiques, logisticiens, donc tu as énormément de livreurs juste en Bruxelles en voiture. Soit on sous-traite aussi vers des sociétés de livraison qui veulent compléter leur pipe avec shipper. Du coup, tu vois, tous ces gens, quand tu es indépendant, tu as intérêt à bien faire ta prestation, sinon tu es au contraire. Les gens ne veulent plus travailler avec toi. Et c'est la même chose quand tu es freelance designer. Si tu es designer et que maintenant tu fais un logo qui ne plaît pas, ou que tu veux pas ta prestation, il n'y a plus personne qui va travailler avec toi. Et je pense que c'est plus comme ça. Vous n'avez pas besoin de lever des fonds? On a été approché par des investisseurs et on a fait une levée de fonds. Et ça se passe comment? Nous on a eu beaucoup de chance. C'est juste avant de créer la société, il y a des investisseurs qui sont venus vers nous. Donc vous n'avez même pas dû dire « Eh oh, on veut lever des fonds, aidez-nous ». Non, nos invests font partie d'un startup studio et ils avaient une idée de projet un peu similaire au nôtre. Et du coup, soit ils buildaient un projet, soit ils rentraient dans Shipper. Et on s'est dit qu'on serait plus fort ensemble. On s'est dit tout ça. Et du coup, vous vous êtes assis autour d'une table et vous avez tout mis au clair ensemble. Tu fais tout. Tu fais des MOU, tu fais des packs d'actionnaires. MOU, c'est quoi? Le MOU, c'est un term sheet, donc en gros, c'est le premier document légal qui dit que les investisseurs vont faire un investissement dans ta société, mais ça régit pas encore tout ce qui est... Ça régit les grandes lignes du pacte qui sera après le pacte d'actionnaire. Donc une fois que tu es un actionnaire dans une société, tu vas mettre plein de règles sur comment les parts sont rachetées l'un entre l'autre, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des clauses de good liver, de bad liver, etc. Et le MOU ou term sheet va un peu dessiner les grandes lignes. Ça cadre bien l'entente qu'il y a, quoi. Ouais, exact, ouais. Et du coup, si la boîte se plante, comment ça se passe par rapport aux investisseurs? Est-ce qu'il y a une responsabilité de votre part? Est-ce que l'investisseur qu'est-ce qui se passe? Tout dépend des deals que tu négocies avec tes investisseurs. Soit ça devient des actionnaires, soit ton investisseur devient actionnaire, soit ça dépend du type de levée de fonds. Il y a plein de levées de fonds, donc soit ils vont faire tu vas faire des levées de fonds en apport, donc tu as vraiment l'investisseur qui va mettre du cash dans sa société comme départ, et là forcément il est actionnaire de ta société, donc il a autant de responsabilités que toi, entre guillemets. Soit tu vas faire un prêt convertible, donc tu vas lever de l'argent que tu devras peut-être rembourser dans certaines années, sauf s'il y a une levée de fonds et que tu rembourses cet argent anticipativement, ou que les gens décident de convertir le montant qu'ils ont investi comme départ. Tout dépend de la levée que tu vas faire, en fait. C'est quoi votre avenir? Est-ce que vous allez passer dans d'autres villes ou vous restez sur Bruxelles? Ouais, notre but c'est d'essayer d'ouvrir une seconde ville dans le courant du mois de janvier-février 2018. C'est pour ça que là pour l'instant on bosse à fond sur et le build de la communauté de coursiers et le produit, histoire de, on va dire, avoir une grosse V1 très bien qualitative qui peut scaler. T'as tout bien compris, en fait notre modèle c'est vraiment un modèle qui s'applique à une ville, donc en fait on fera jamais d'intercity, donc en fait ce qu'on fera c'est qu'on répliquera le modèle dans une autre ville, probablement en Flandre. Et justement vous répliquez le modèle, mais si la ville est complètement différente par exemple, c'est possible de copier un modèle bruxellois à Anvers par exemple? Il faut faire des études de marché. Encore une fois, l'avantage d'une startup, c'est qu'on va pas dire ok, on va attaquer Anvers et on va juste lancer sur Anvers et on va faire des études de marché. Avant ça, on va parler avec plein de commerçants, plein d'entreprises sur place, voir un peu si déjà il y a un attrait à ce niveau-là. Idem pour les coursiers. C'est avant de se lancer dans les villes qu'on commencera déjà à tester un peu, et à tester, voir si ça mord ou si ça mord pas, entre guillemets. Et ça validera l'idée, quoi, tu vois. Et ensuite, il faut se dire qu'on n'a pas de coût structurel. Donc, ouvrir une ville, entre guillemets, pour nous, c'est faire de la communication pour recruter les coursiers et ensuite démarcher les clients avec un commercial. Mais en fait, vous n'avez pas de véhicule, etc. Non, on n'a quasi pas de coût. C'était vraiment c'était un des gros trucs sur lesquels on a bossé, justement. Ah ouais, parce qu'au début, vous pensiez en avoir, etc. Au début, on pensait acheter des cargos vélos, acheter des véhicules, etc., ou bien avoir un entrepôt dans lequel on pourrait stocker de la marchandise. C'est quelque chose qu'on a enlevé tous les coûts fixes de la société, tout ce qui était coûts fixes possible et imaginable. Pour diminuer les risques ou parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas nécessaire? C'est vrai que ça diminue le risque, de 1. De 2, ça diminue surtout ton investissement. Donc ça te permet surtout d'enlever tes coûts fixes, ça te permet d'aller encore plus rapidement sur le marché, tu vois. Et comme on est très fort dans cette idée de toujours tester, on a le droit de tester, on peut rater, c'est pas grave, il faut juste qu'on rate vite. Tu vois. Et donc forcément, enlever tous les coûts fixes, ça diminue tes risques. C'est ça. Et ça fait que tu vas plus vite. Et ça existait déjà une solution pareille, je veux dire, parce qu'apparemment il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, quoi.
Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, non, c'est des contrats commerciaux que tu signes avec tes clients, donc à part ça, non. Il y a des solutions qui sont un peu similaires en Belgique. Tu as Bringer de la Poste, mais ils font beaucoup plus ils font du B2C, là où nous on fait du B2B ou du B2B2C. Tu as d'autres solutions comme Parsify, etc., où eux vont plus faire de la livraison uniquement à vélo. Nous on se différencie parce qu'on propose tous les types de véhicules et on est vraiment axé entreprise. Vraiment B2B quoi. Ouais. Une livraison vers les particuliers aurait été beaucoup plus compliquée quoi, j'imagine. Ou pas tellement. C'est beaucoup plus compliqué le particulier. T'as pas de récurrence business. Donc, oui, là vous avez des récurrences de B2B, il y a tout le temps les mêmes. C'est tout. Nos clients, une fois qu'ils commencent à travailler avec nous, ils nous utilisent comme prestataires, donc on a soit des livraisons tous les jours avec eux, soit tous les 2 jours, soit plusieurs par jour. Ça c'est génial, ça garantit un revenu quoi. C'est pour ça qu'on est parti vers le B. De 1. De 2, au niveau de la communication, tu as des coûts de communication qui sont beaucoup moins élevés. Et quand tu vois, tu regardes Take It Easy, Forfeu, Take It Easy, Deliveroo, Uber Eats, tu les vois partout dans la rue. Oui, super, je connaissais pas du tout. Donc nous, on fait pas du tout de communication, on démarche directement les gens. Si tu devais recommencer quelque chose, tu te relancerais dans le B2B, c'est beaucoup plus simple d'après toi de commencer là-dedans? Ou pas spécialement? En Belgique, je pense que c'est beaucoup plus facile. Ouais, beaucoup plus facile. C'est plus facile de convaincre une boîte de travailler avec toi? Ça dépend. Une entreprise, ça commence. Tu peux être une entreprise d'une personne. Tu peux être un producteur local, t'es une personne. Tu peux être un commerçant, t'es une personne. Donc vite avec le décisionnaire. Les gros groupes, les corporates, là forcément tu vas prendre beaucoup plus de temps. Tu dois trouver déjà la bonne personne de contact dans la société. Et puis il faut encore la convaincre. Il faut qu'elle ose prendre le risque par rapport à ce qu'elle fait actuellement. Donc c'est plus compliqué, mais après. C'est plus facile que t'as pas de récurrence chez un particulier où elle est très très faible. Le convaincre, c'est uniquement par de la pub, donc c'est énormément de coûts. Donc moi j'irais d'office vers le B. Si tu devais donner un conseil, c'est quoi la chose que tu as apprise jusqu'à présent? Je dirais qu'il y en a 3. La première c'est try, learn, improve. Donc c'est test, essaye. Si tu fails, c'est pas grave, essaye autre chose. Tu vas de toute façon apprendre de tes échecs. Et ensuite, une fois que tu as trouvé quelque chose de bien, tu l'improves, donc tu augmentes cette qualité tout le temps. Try, learn, improve, tu as tout ce qui est lié évidemment au côté lean startup, lean management et ton agilité. Je pense que c'est vraiment ça. Reste pas fixé sur ton idée et suis le marché, je pense aussi. T'avais toutes les compétences avant de te lancer ou t'as dû apprendre? Non, t'apprends tout le temps. Je pense qu'il n'y a aucun jeune entrepreneur en Belgique, tu peux avoir fait n'importe quelle école, je pense qu'il n'y en a aucun qui peut se targuer d'avoir toutes les compétences. Allez, moi j'ai 27 ans, à 27 ans tu peux pas être CEO d'une boîte, etc., avec tout le background d'une personne de 50 ans, donc forcément t'apprends tout le temps. T'es aussi confronté à faire plein de choses quand t'es il faut pas croire, quand t'es jeune entrepreneur, tu fais tout dans ta boîte. Donc moi je vais faire aussi bien de la compta que je vais faire de la com, je vais faire du market, je vais faire du sales, je vais faire du développement, du legal, tu fais vraiment de tout, tu touches à tout, donc tu apprends tout le temps plein de choses. Donc ça t'a pas du tout bloqué de te dire non, j'ai pas du tout les compétences, je sais pas gérer une boîte, je sais pas le faire. Ça t'a pas bloqué quoi. Tu peux te le dire, mais si tu le dis alors tu lances pas ta boîte. C'est ça. Donc non, en market, j'avais appris les bases de tout ce qui était la gestion d'entreprise, tu vois, genre faire des bilans, des plans financiers, etc. Mais ça vaut rien par rapport à ce que tu fais sur le terrain, quoi. Comment tu t'y prends pour apprendre alors justement? Est-ce que c'est en faisant, où est-ce que tu vas chercher l'info dont tu as besoin pour faire quelque chose? Est-ce que tu vas voir quelqu'un en particulier qui a cette compétence? Tu vas sur internet? Comment? Soit je suis devenu très très ami avec Google. De 1, et sinon en fait t'essayes de trouver des gens, par exemple via Nestep on a eu tous des coachs qui étaient spécialisés dans certains domaines, donc tu peux les activer pour quand tu as besoin d'infos ou que tu as besoin de petits conseils, tu prends des advisors, tout simplement tu parles aussi énormément avec d'autres startups, vu que même si ton business est totalement différent, les étapes par lesquelles tu passes sont toujours les mêmes. Il y a toujours un moment où tu as besoin d'un cadre légal, il y a toujours un moment où tu as un compta, etc. Du coup, tu as plein de retours d'expérience. Donc, je pense que ça, c'est l'écosystème, les advisors et Google. Donc, l'entourage, d'après toi, est important. C'est un conseil que j'entends souvent. Bien s'entourer des bonnes personnes pour se lancer. Tu es d'accord avec ça? Peut-être pas pour se lancer, mais en tout cas, je pense que de toute façon,
quand tu crées ta société, tu es amené à de toute façon rencontrer plein de gens. Et dans ces personnes-là, il faut que tu fasses le tri, entre guillemets, avec celles qui peuvent. Enfin, c'est toujours des win-win, avec celles qui peuvent t'apporter des choses, c'est clairement. Et il y en a qui vont nous dire votre solution marchera jamais. Ou il n'y a jamais quelqu'un qui a vraiment, entre guillemets. Oui, t'as comme partout, t'as toujours des haters, tu vois. T'as des gens qui comprennent pas. Il faut se dire, tu vois, comme on se positionne vraiment comme une boîte digitale et une plateforme digitale, il y a plein de gens aussi qui comprennent pas trop. Tu vois, moi, perso, j'ai pas compris directement comment ça marche. Mais tu vois, et donc du coup, en fait, c'est ça. Oui, il y a des gens qui comprennent pas trop au début. Et puis il y a le truc aussi, c'est comme plus une solution pour les entreprises. Il y a plein de gens en fait qui se sentent pas concernés par notre solution, mais c'est normal. Tu vois. C'est comme, tu vois, les Télétubbies, ça n'a pas été fait pour des gens. Ouais, c'est ça. Tu vois, on ne se sent pas concerné par les La personne qui n'est pas concernée ne va pas comprendre, quoi. Ouais. Ou bien elle va comprendre, mais elle ne verra pas spécialement l'intérêt parce qu'elle n'est pas confrontée à ça. Tu vois. Et à l'inverse, les entreprises ont toujours été hyper intéressées, celles qui voulaient livrer. Ou t'as des boîtes qui ont... en fait... Ah mais non, oui, tu m'as dit que ça se faisait naturellement. Ouais, ça se faisait soit naturellement, soit on envoie des emails, et souvent on rencontre quand même les gens et vite les décideurs, donc ça c'est assez chouette. Donc ouais. Okay. Donc tu rencontres les gens pour leur expliquer quel est le produit et le service que tu fournis. Tu fais du sales, quoi. Donc tu démarches, tu trouves la clientèle, tu cherches, tu essayes de comprendre c'est quoi leur problème, quelles solutions tu peux leur amener, même si c'est pas sur tout leur livraison, mais peut-être que c'est juste sur une petite partie. Okay. Et donc tu as déjà dû faire des offres entre guillemets personnalisées, ou c'est une offre, tous les clients ont la même offre, et si ça ne fit pas pour un client, tu passes au suivant? Je pense que quand tu es une startup au tout début, tu peux pas te permettre de te dire je vais pas faire d'offres personnalisées. Tu vois, quand tu es petit, ton but c'est d'essayer d'augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise. Donc forcément, oui, au début on a fait des offres personnalisées, tu vois. Pour certains clients. Maintenant, comme on avance de plus en plus sur notre produit, l'idée c'est qu'avec notre plateforme, les prix seront tous uniformes, quoi, tu vois. Okay. Sauf on va dire solutions qui je sais pas, sauf si par exemple c'est de la livraison qui va devoir respecter la chaîne du froid ou des choses comme ça. Là oui, on fera des solutions custom, quoi. Il y a beaucoup de gens, une chose qu'on entend souvent et qui est quand même pas mal ancrée chez nous, c'est je veux entreprendre mais je vais pas parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole. Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est quoi? Je pense que c'est du méga bullshit. Je pense que justement quand tu as une idée tu dois en parler tout le temps et c'est hyper hautain de penser que genre il y a que toi qui a eu cette idée. Je sais pas, on est cette merde d'être humain, il y a d'office un autre mec sur Terre qui a eu cette idée là. Et puis voilà, et c'est surtout c'est pas parce que tu parles de ton idée que le mec qui va soi-disant entre guillemets te copier va faire exactement la même chose. Puis même encore, il faut qu'il fasse la même chose, il faut qu'il soit aussi passionné que toi par ton idée, et il faut qu'il le fasse aussi bien après dans l'exécution. Non, franchement, moi je suis là où tout le monde parler en max de vos idées, quoi. Et comment tu fais pour résister aux critiques? Tu vois, moi si j'ai une idée et qu'on me dit non c'est pourri, je risque de me dire finalement je suis peut-être pas fait pour ça. Tu vas valider les gens en fait, tu fais des personas de clientèle et ce qui compte c'est ton client, c'est pas, tu vois, si demain ta mère te dit que ton idée c'est de la merde, ok, très bien, peut-être que c'est pas ta mère la personne qui achètera ton idée, donc faut écouter les gens à qui tu veux vendre ton produit. C'est eux qui te donnent le feedback qui est intéressant. C'est pas les gens qui sont pas concernés par la solution, parce qu'ils ne l'utiliseront pas, tu vois. C'est à écouter les gens qui sont directement concernés, quoi. Ouais, exact. On arrive déjà à la fin, ça fait une bonne demi-heure. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, ou un moins jeune, mais à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à cette personne? Faut être lean, je reviens tout le temps à ça, mais pour moi c'est la clé de tout le startup spirit entre guillemets, c'est le lean management, lire des bouquins sur le lean management et se confronter, pas rester dans son coin à bosser entre guillemets dans une grotte ou un garage pendant 6, 7 ou 8 mois sur un produit et puis après essayer de le lancer sur le marché. Et moi nous on a fonctionné de façon totalement différente, on n'avait pas encore le produit, on a déjà été le vendre et on s'est démerdé pour faire l'exécution. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut aller le plus rapidement possible sur le marché. Il y a une lecture que tu conseillerais par rapport au lean? Il y a le bouquin de Techstars que je vais forcément le titre maintenant, je peux peut-être le retrouver. Sinon il y a de Lean Startup de Eric Ries, je pense. Ouais, celui-là c'est un des plus connus. Je crois que c'est
un truc du style Do More Faster, je pense. Ouais, c'est Do More Faster, ouais. Ok. De Techstars. Et en gros, donc Techstars, c'est le plus gros incubateur de start-up aux États-Unis. Et je pensais que c'était le Y Combinator. Ouais, mais Techstars et Y Combinator sont liés. Ok. Et du coup, en fait, si tu veux, tu as énormément de. Enfin, en fait, c'est juste un bouquin avec des témoignages d'entrepreneurs qui ont soit réussi, soit raté, mais qui t'échangent toutes leurs expériences. Et c'est chaque fois des mini-stories de 2-3 pages. Ok, donc facile à lire en plus. Ouais, c'est super facile à lire. Et c'est chaque fois sur certains topics que tu vas voir quand tu appliques le Lean Management. Donc moi, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu. Ok. Si j'ai besoin de shipper, où est-ce que je vous trouve ? Alors sur internet forcément, sur www.shipper.be. Shipper c'est SHIPPR. Là ou bien sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux, à Shipper Delivery. Ok, super. Merci Romain. Je t'en prie, merci à toi.